Invitée du journal, Stella Nimawanga, présidente du tribunal de paix de Gombe, la seule d'ailleurs qui a accepté pour l'instant de briser la glace et parler de son parcours, mais aussi du fonctionnement de sa juridiction qui compte actuellement 8 juges femmes sur les 14 magistrats. Je vous propose de suivre la présidente du Tripé Gombe. Madame la Présidente, bonsoir. Bonsoir madame. Est-ce qu'on peut savoir un peu votre parcours? Eh bien, moi j'ai été nommé magistrat en 96 et j'ai exercé comme substitut du procureur au parquet de grande instance de Gombe. Et en 98, lorsqu'on a révoqué les 315 magistrats, j'ai été versé au siège. J'ai commencé au tribunal de paix d'Assosa. À Assosa, je n'ai fait qu'une année, donc de 98 en 99. En décembre 99, il a plu au ministre de la Justice à l'époque de me permuter. Je suis allée à Ndjili comme juge de paix, toujours. Et de 99 là, j'ai commencé donc au mois de décembre 98, plutôt en 99. Et en 99, je suis restée là pendant 10 ans comme juge de paix à Ndjili. C'est en 2009 ici qu'il a plu au chef de l'État de promouvoir des magistrats, de révoquer, de mettre en retraite, et moi j'ai été parmi ceux qui ont été promus. Donc je suis devenue présidente du tribunal de paix et j'ai été affectée ici à Gombe. Et comment vous arrivez à gérer des affaires qui concernent particulièrement les femmes? On parle des cas de violences faites à la femme, des cas de divorce, tout en sachant qu'en tant que femme, vous avez toujours tendance à trancher avec beaucoup de passion, hein. C'est ce que certaines personnes pensent. En matière de divorce, par exemple, il n'y a pas de passion. En fait, le législateur n'a pas voulu que les gens divorcent. Si vous lisez le code de la famille, le code qui règle la matière de divorce, le code a voulu d'abord nous mettre comme des juges conciliateurs. Lorsque quelqu'un vient avec sa requête, il sollicite le divorce, il vous dit qu'il y a destruction irrémédiable de l'union conjugale. En tant que chef de juridiction, j'organise d'abord une chambre de conciliation. J'essaye de resserrer les liens conjugaux, je prodigue des conseils. Si je trouve que ça ne va vraiment pas, j'essaie de faire intervenir les parents, les parrains, s'ils avaient été mariés religieusement. C'est là où on peut parler peut-être de parrains ou des témoins, parce que nous, ce qui nous concerne, c'est le mariage civil. Et on essaie un peu de faire intervenir toutes ces personnes-là susceptibles de resserrer les liens conjugaux. Très sincèrement, il y a des cas de viol. Vous avez déjà géré peut-être un cas où c'était une fillette de 3 ans qui a été violée, et comment vous avez réagi? Bon, en chambre du conseil, je me rappelle à l'époque, hein, j'étais juge à Ndjili, j'ai connu un cas comme ça, un papa de 54 ans qui a violé une fillette de 3 ans. Et à ce moment-là, mon aîné avait 3 ans, ma fille avait 3 ans. Je vous assure, ça c'est avec toute la passion possible. Même si la personne demande une liberté provisoire, je n'accorde pas. Déjà, c'est des faits assez graves. Vous voyez une fillette comme ça de 3 ans avec un papa de 54 ans. Vous n'avez pas le temps de vérifier, d'y mettre un peu de professionnalisme? En matière de chambre du conseil, c'est les indices sérieux de culpabilité. D'ailleurs, aujourd'hui, je salue la loi de 2006, parce que cette loi qui est venue renforcer même les peines en matière de violence sexuelle, il n'y a même pas de liberté provisoire. Madame la Présidente, nous avons un thème dans notre journal, la corruption et la concussion. Ce sont des fléaux qui gangrènent la justice aujourd'hui, la population s'en plaint. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pensé à des mécanismes pour essayer d'aider un tant soit peu à diminuer ou carrément faire disparaître ce fléau dans votre juridiction? Bien, vous dites bien, c'est un fléau qui gangrène. Ce n'est pas seulement au niveau de la justice, c'est toute la société congolaise qui est malade. Et en ce qui concerne ma juridiction, j'essaie d'appeler chacun à ses responsabilités, que les juges, chaque jeudi nous avons des plénières ici. Et au cours des plénières, nous débattons des questions de droit. En dehors des questions de droit, j'appelle chaque juge à ses responsabilités, parce que demain, c'est vous qu'on a trait en chambre disciplinaire. Demain, c'est vous qu'on a trait à prise à partie. Donc vous allez répondre de vos actes. C'est comme ça que j'essaie de conscientiser chaque collègue qu'il prenne ses responsabilités dans les actes qu'il pose. Comment endiguer la corruption? Ça, c'est évidemment, je ne sais pas affirmer que la corruption est là du moment que je n'ai pas été saisie officiellement des cas. Vous le savez sincèrement? Nous savons que ça existe. Même nous-mêmes, nous sommes tentés. Il y a des gens qui viennent vous voir, mais qui donnent de nom à cette corruption-là. On peut vous dire, madame, votre carburant, madame, là, votre carte. c'est difficile de refuser. Ben, écoutez, moi, je veux vous dire une chose, je suis également chrétienne.
Donc j'ai la loi d'un côté, de l'autre côté j'ai la parole de Dieu. Je suis chrétienne, je n'aimerais pas rater le ciel à cause des faits terrestres, à cause de l'argent. Mais généralement, lorsque quelqu'un vient vous voir en africain, on dit, permettez que je parle en lingala, ça il faut faire attention. Parce que en fait c'est une forme de corruption, mais qui ne donne pas son nom. Quand vous dites au justiciable ou à la personne qui vient vous voir, c'est quoi? Non madame, c'est juste le carburant. Comment on peut vous donner un carburant de 500 ou 2000 $? Ça, c'est une forme de corruption. Donc, il faut faire attention avec ça. Vous, à votre niveau, vous renvoyez tout ce qui est cadeau, dont de la part des justiciables, vous refusez. Le problème ici, généralement, lorsque vous refusez, si les parties sont en procès, ils disent « elle a déjà pris de l'autre côté ». Moi, je dis toujours que c'est ce qu'on vient amener comme présent, ça n'a aucun impact sur le dossier, ça n'a aucune incidence. Si un jugement intervient, c'est ma conviction. En matière pénale, c'est l'intime conviction. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez avoir amené, je ne sais pas moi, autant, mais le jugement qui intervient, vous dites, elle nous avait prévenu. C'est ça, la position de droit, qu'elle a cru que c'était la position de droit. Aujourd'hui, Madame la Présidente, il y a aussi cette nouvelle loi qui fait d'ailleurs la une, c'est ça aussi l'actualité, la nouvelle loi sur l'OCJ qui impute un tant soit peu les quelques prérogatives des tripés. Aujourd'hui, vous êtes obligé carrément de changer, de chambouler tout le programme. Comment vous accueillez ça? Bien, moi, personnellement, j'ai accueilli cette loi avec joie. Évidemment, nous savions déjà que dans des tribunaux de paix, nous aurons des compositions à 3. Mais bon, ça traînait, ça ne venait pas. Et c'est ainsi que, depuis le 11 avril, le chef de l'État a promulgué. Et au journal officiel, on a publié depuis le 4 mai. Malheureusement pour nous, nous ne l'avions su que le 16 mai. Et c'est le 16 mai d'ailleurs que le DG du journal officiel a fait passer son communiqué officiel. Personnellement, moi, ça me réjouit. Mais il se pose quand même un problème. Là, d'ailleurs, quand vous voyez, dans ma juridiction, nous sommes 14. Donc, j'ai dû constituer 4 chambres. Mais il y a un problème qui se pose. 8 femmes, hein? 8 femmes, oui. Nous sommes 8 femmes et 6 hommes. Et donc, dans un premier temps, nous essayons de nous adapter à cette nouvelle loi. Donc, nous devons constituer des compositions à 3, chose qui se faisait au TGI. Les tripés doivent maintenant se comporter de la sorte. Au lendemain de la connaissance de la loi, nous avions déjà commencé à siéger à 3. Donc, dans ma juridiction, nous avions commencé déjà à siéger depuis le mardi de la semaine passée. Mais c'est une loi qui fait peut-être la joie des justiciables parce qu'il y avait beaucoup de plaintes par rapport au jugement unique, beaucoup de sentiments aussi parce qu'il s'agissait d'un seul juge qui devrait rendre selon sa conviction. À l'époque, juge unique, on dit juge unique, jugement unique. Bon, mais il s'est fait que nos jugements, pour la plupart aussi, ont été confirmés en grande instance. Vous voyez, ici, où nous étions seuls à trancher. Lorsque ça va en grande instance, 3 juges, 3 têtes. Donc, pratiquement, le tribunal de paix faisait le travail de 3 juges. Mais Madame la Présidente, que deviennent les dossiers qui sont déjà passés en chambre de conseil avant la promulgation de la loi et aujourd'hui, il y a une nouvelle loi. Est-ce qu'il y aura réouverture des débats ou bien vous comptez vous y prendre autrement? Bon, généralement, que dit la loi? Je ne peux parler ici que de ma juridiction. Ma juridiction siège en chambre de conseil le jeudi. Et la loi dit, le code de procédure pénale dit, c'est au lendemain que le juge rend son ordonnance. Donc, nous n'avions pas eu de problème. Le jeudi, le collègue qui est allé en chambre de conseil a siégé. Le lendemain, il a rendu les ordonnances, soit de refusant la mise en liberté provisoire, soit ordonnant la détention préventive. Donc, par rapport à cela, nous n'avons pas eu de cas, mais plutôt les dossiers des prévenus en détention pour lesquels le parquet s'est déjà dessaisi, qui nous a envoyés en fixation. Nous avons juste connu un seul cas où le prévenu a sollicité sa mise en liberté provisoire. Comme le juge était seul, il a pris en délibéré. Mais bon, au lendemain, comme il devait rendre son jugement, nous avions eu connaissance de la loi, il a dû réouvrir les débats. Et l'affaire est passée vendredi passé au fond, directement. Généralement, ceux qui nous sont fixés avec prévenus en détention, moi je préfère qu'on aille plutôt plus vite pour que le prévenu soit fixé sur son sort. Un dossier qui est connu par exemple le vendredi, comme nous siégeons en foraine chaque vendredi, le vendredi prochain il a son jugement. Évidemment maintenant la loi nous impose de donner la date du prononcé avec les 10 jours.
Mais avec les 8 jours, nous prenions en délibéré le vendredi et le vendredi prochain, le jugement intervenait. Le rôle des tripés, c'est aussi rapprocher les justiciables de l'administration. Mais aujourd'hui, on sent de moins en moins ce travail parfait des tripés avant. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup plus de légèreté. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, je ne suis pas de cet avis-là. Nous sommes une justice de proximité et nous devons rechercher la paix sociale. Généralement, la mission du juge est de dire le droit. C'est tout juge, hein, du tripé à la Cour suprême de justice. Mais il peut arriver que le juge de paix puisse faire les bons offices. Là, c'est vraiment en dehors de l'audience. C'est vraiment en dehors de l'audience. Il peut peut-être chercher à rapprocher les parties qui sont en conflit. Et il nous est arrivé par expérience de réussir. Vous voyez un peu les frères d'une même famille qui se tiraillent, tout ça. Autant d'actions. Ben, finalement, lorsqu'on essaie de les rapprocher avec une dose d'amour, ils arrivent à se réconcilier. Et là, ils font les désistements en cascade. Ça nous est arrivé. Et moi, je pense que le juge de paix, c'est vrai, il a la mission de dire le droit, comme tout autre juge, quel que soit le rang, mais il doit quand même mettre une dose sociale dans ce qu'il fait. Est-ce que vous méritez ce poste de présidente d'un tribunal de paix? Je ne sais pas parler de moi-même. Je ne sais pas parler de moi-même, mais je pense que la hiérarchie n'est pas déçue. Avec bientôt 4 ans à ce poste, la hiérarchie n'est pas déçue. Et j'essaie de défendre la couleur de la femme. J'essaie d'être à la hauteur. C'est vrai qu'on est humain, on reste humain, et nous avons nos faiblesses, mais nous avons aussi des qualités. Je dis souvent aux femmes, les femmes doivent s'assumer. Même ce que nous disons aujourd'hui, la parité, tout ça, le quota de 30%, on ne peut pas nous l'accorder sur un plateau d'or comme ça. Ce n'est pas un cadeau, nous devons le mériter. C'est largement respecté ici, hein, parce que ici, oui, il y a chez moi, c'est respecté. On est même allé au-delà. Hein? Donc, mais les femmes doivent s'assumer, elles doivent prendre leurs responsabilités en main. Nous avons vu même à l'époque à l'université, il y avait le groupe des femmes, les filles qui travaillaient avec les garçons. Mais je vais vous dire, j'ai fait partie d'une promotion assez bouillante, mais j'étais dans un groupe de travail rien qu'avec les filles. Aujourd'hui, nous sommes disséminés, il y a celles qui sont magistrats, d'autres qui sont des fonctionnaires internationaux, mais nous avions travaillé un groupe de femmes. On nous appelait des filles à l'époque, on nous appelait les Amazones. Donc, demandez la promotion qui a terminé en 95, on va vous dire les Amazones, les filles là qui venaient du lycée de Kimweza. Ce n'est pas un mauvais cachet, vous pensez que ça mérite... Non, les Amazones, c'est parce qu'elles travaillaient bien, nous étions studieuses. Donc, aux heures indiquées, on nous retrouvait dans les auditoires. Donc, nous étions des filles assez conscientes, sachant que nous avions notre avenir en main. Un dernier mot, est-ce qu'aujourd'hui vous espérez à une bonne distribution de la justice au regard de tout ce qu'il y a comme problème de conditions des magistrats, problème de corruption et concussion? Nous aspirons à cela parce que, comme je l'ai dit au début, la société est malade, c'est toute la société, ce n'est pas seulement la justice. Mais comme cette justice-là émane des dieux, c'est un des attributs des dieux, je pense qu'à chacun de nous de faire son travail. De faire le travail avec beaucoup d'amour, avec abnégation. Le premier président, dans son dernier discours, il nous appelait à beaucoup de courage. Le premier président de la Cour suprême de justice, il nous appelait à beaucoup de courage. Je pense que l'avenir sera meilleur, mais que chacun fasse son travail en âme et conscience.